Visiter Iaroslavl sans se rendre à son remarquable musée des icônes serait un péché. Zoya, notre jeune premier guide de 23 ans, a cédé la place à son ancien professeur de la faculté de Iaroslavl. Maintenant, c'est Nina qui va nous conduire et nous faire partager son amour des icônes de son pays. Elle va nous faire voyager et nous raconter avec beaucoup d'émotion l'histoire de la Russie éternelle au travers des icônes, véritable trésor que recèle ce musée. Il y avait déjà 20 icônes en Russie, mais ces dernières se caractérisaient par la singularité de la représentation du visage. On utilisait en profusion le vermillon flamboyant, c'est pourquoi les joues étaient mises au rouge, tandis que celle-ci est pleine de lyrisme. En regardant attentivement le visage du contemplateur, on dirait qu'il vous invite à parler. Il n'oblige pas à dire, il invite à parler. Alors, il émane le repos, le calme, la sérénité du contemplateur. Les yeux ne sont pas grands, le nez ne représente qu'une ligne droite, la bouche est bien dessinée et tous les traits sont délicats. C'était l'époque quand notre principauté s'est dégagée de la grande terre Vladimir Soud et la ville de Iaroslavl est devenue la capitale de cette principauté. C'est pourquoi on prétend que c'est la seule icône de la période pré-mongole appartenant à la première dynastie des princes de Iaroslavl, Basile et Constantin. Cette icône a été peinte pendant les 2 visites d'Ivan le Terrible dans la ville. C'était pendant la dernière décennie de son règne, Ivan le Terrible. Il est bien difficile de le caractériser par un terme génératif. D'une part, c'était un despote incroyable, et d'autre part, c'était une personne extrêmement pieuse. Il était croyant, un vrai croyant. Chaque fois, après avoir exécuté une victime de suite, il courait à toutes jambes dans son église palatine, s'agenouillait devant son protecteur céleste et priait passionnément pour laver le péché
c'est-à-dire il se rendait compte qu'il péchait. Et en 1564, il fait un geste. Ayant fatigué de la guerre éternelle avec ses ennemis boyards, il abandonne le trône. Il abandonne le trône et par ce geste, il voulait dire qu'il renonçait au règne. Et s'éloigne de la capitale dans une petite ville provinciale, dans la ville d'Alexandre, qui se trouve à 2 heures par le train. Et voilà, la mentalité des Russes n'aurait jamais pu accepter le trône vide si loindre du Seigneur vivant. Et délégation sur délégation vient dans la ville d'Alexandre et le supplie de revenir à Moscou et d'occuper le trône. Et chaque fois, il fait des caprices. Il ne veut pas, il refuse. Et c'est-à-dire, chaque délégation en vient deux. Et tout à coup, après la visite de la dernière délégation, voilà, sans résultat, comme toujours, lui, il revient par surprise dans la ville de Moscou, il occupe le trône, et tout de suite, il instaure l'oprichnina, une sorte d'apanage exclusif du souverain, après quoi le pays s'est disloqué en 2 camps opposés. Voilà. L'un de ces camps était sous le contrôle de ses ennemis, boyards, et l'autre sous sa police, les oprichniks. Et cette confrontation qui s'accompagne d'une terreur sanguinaire, voilà, dont les victimes étaient innombrables, dure jusqu'à l'arrivée du premier roman, c'est-à-dire jusqu'à 1613, tandis que lui, il est mort en 1584. La Sético reflète cette atmosphère étouffante dans laquelle les Russes vivaient.